Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la revue de presse de l'UPR de la semaine du 27 août au 2 septembre 2018. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. À la une cette semaine, Macron ironise sur les Gaulois réfractaires au changement depuis le Danemark. Depuis la Scandinavie, Emmanuel Macron a comparé les Danois, peuple luthérien, c'est-à-dire de la réforme protestante, ouvert aux transformations, et les Français, Gaulois réfractaires au changement. Le vrai Danois n'existe pas, il est déjà européen. Même votre langue n'est pas seulement le danois, elle est une part de la langue européenne. Source Huffington Post, 29 août. Pour Macron, parmi les Français, il y avait des alcooliques, des illettrés, des gens qui ne sont rien, des fainéants et des lépreux. Nous sommes maintenant des Gaulois réfractaires au changement. Avec Macron, c'est en fait de la bêtise, la cuisterie et le mépris qui ruissellent. Du reste, le sieur Macron semble n'avoir toujours pas compris que si le Danemark a des meilleurs résultats économiques que la France, son refus d'adopter l'euro y est sans doute plus pour quelque chose que son luthérianisme. Et je rappelle que les Danois ont voté non au traité de Maastricht en 1992, mais ils ont revoté en 1993 sans l'euro. Ils ont voté non par référendum à l'euro en l'an 2000. Le référendum sur le traité de la Constitution européenne a été supprimé en 2005, après le rejet par la France et par les Pays-Bas. Et enfin, ils ont voté non en 2015 à un référendum pour interdire la suppression de l'opt-up qui garde le Danemark en dehors de Europol. Et donc Macron va au Danemark pour faire la promotion de l'Europe, alors que le Danemark, après le Royaume-Uni, était le deuxième pays le moins intégré dans le processus de fusion européenne. Et aussi, je vois pas trop pourquoi le président de la France, pays laïque, fait des blagues en comparant réforme protestante et réforme économique. France. Conférence des ambassadeurs, une démonstration de la duperie du macronisme. Tenue à Paris du 27 au 31 août 2018, la 26e édition de la conférence des ambassadeurs, qui rassemble chaque année les quelques 200 chefs de mission diplomatique, a tristement illustré la gouvernance macroniste, exercice profondément déprimant, teinté de contradictions perpétuelles et d'arrogance princière. Les analyses faites par l'UPR. Source UPR, 2 septembre. Festival du film africain du 7 au 9 septembre à Paris. L'association Festival international des films de la diaspora africaine présente des films issus de l'Afrique et de sa diaspora et cherche à renforcer le rôle des réalisateurs africains et d'origine africaine dans le cinéma mondial contemporain. Le festival présente un cinéma inédit qui met en avant un regard africain sur la société. Source Africa Vivre. L'UPR a de nombreuses fois manifesté son intérêt pour ce type d'événement artistique qui offre au public français une vision alternative du monde et montre en particulier la richesse de la diversité de la francophonie. Et je vous rajoute ici un extrait d'une de mes vidéos que j'avais fait pendant le Ramadan qui parle d'un réalisateur africain. 9 juin 2007, mort de Ousmane Sembène, qui est un écrivain et un réalisateur sénégalais né en 1923. Ses films les plus importants étant La Noire 2, un autre film intitulé Cédo avec 2 D, et un autre intitulé Camp de Tiaroy. L'UPR conseille vivement au gouvernement de surseoir à la réforme du prélèvement à la source qui pourrait tourner au désastre. Cette réforme hâtive n'a pas d'autre réelle justification que la soumission aux exigences ubuesques des technocrates de la Commission européenne, ignorant des spécificités françaises. Manifestement mal engagée, elle signe l'amateurisme et le dilettantisme qui règnent au sommet de l'État et qui entraînent la désorganisation croissante de l'administration. Pour éviter que la réforme du prélèvement à la source n'aille au désastre et ne provoque en particulier un effondrement des ressources fiscales de l'État,
l'Union populaire républicaine conseille vivement au gouvernement d'y surseoir. Source UPR, 31 août. Et je rappelle que le prélèvement à la source était déjà demandé dans les GOPÉ de 2016-2017, dans la 5e recommandation, où il était dit tout à la fin « et adopter la réforme concernant la retenue à la source de l'impôt sur le revenu des personnes physiques d'ici à la fin de l'année 2016. » Et donc, c'est pour ça qu'Hollande avait lancé ce projet-là, mais puisque c'était le moment de l'élection présidentielle, il a reporté ça, et donc là, Macron, il se retrouve avec la patate chaude. France casse et privatisation du service public. Fonction publique d'État, 4500 postes supprimés en 2019, plus de 10 000 en 2020. Pour la fonction publique d'État, nous tiendrons l'objectif du président de la République de supprimer 50 000 postes à l'horizon 2022, assure le Premier ministre. Les secteurs qui vont majoritairement être touchés sont le ministère des Finances, l'audiovisuel public et le réseau extérieur de l'État. Source 20 minutes 26 août. La casse massive du service public se poursuit, sous l'injonction des GOPÉ, les grandes orientations de politiques économiques dont je viens de parler, qui demandent de telles mesures d'austérité à la France. Une fois les services publics suffisamment affaiblis et le dysfonctionnement flagrant, puisque non financé, le gouvernement européiste aura beau jeu de dire qu'il vaut mieux privatiser, conformément à l'article 106 du traité du fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE. Orange va progressivement débrancher le téléphone fixe. Cette décision entérine la fin progressive du combiné traditionnel, lequel est encore utilisé par 20 millions de personnes en France, dont 9,4 millions sans box numérique associée. Pour autant, Orange ne coupera pas brutalement son réseau aux utilisateurs. Source Les Échos, 26 août. La décision a-t-elle été pensée pour les territoires ruraux où la couverture téléphonique et Internet n'est pas toujours assurée? Avec l'effondrement de ce service public, voilà de quoi creuser encore davantage un fossé entre les territoires. Des DRH dans les écoles pour recruter les professeurs. La privatisation de l'école en marche. Jean-Michel Blanquer veut réformer les DRH pour accroître la mobilité et la contractualisation des professeurs. Si cela ne concerne que 10% des enseignants, le ver libéral est dans le fruit. L'institution école va-t-elle devenir une start-up? Source RT, 31 août. Application directe de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, qui mène à la privatisation à tout va des services publics, l'éducation n'y coupe pas. L'éducation nationale devrait être, comme le propose l'UPR, un secteur sanctuarisé, dont le but premier n'est pas de modeler les parfaits futurs travailleurs pour les besoins des entreprises, mais plutôt de développer les connaissances et d'éveiller les élèves pour qu'ils s'accomplissent en tant qu'hommes et femmes et en tant que citoyens. So one of the first things that I noticed about my French peers, and my European peers as well, but my French peers in particular, is that they're just so well educated. They have such a broad general knowledge about history, art, science, geography, politics, economics, and of course we get taught these things in New Zealand, but I'm sure we didn't go that into depth. You'll just be having a general conversation with people and they'll be like, oh, well, we all know what happened in 1712, ho ho ho, and I'll be there like, yeah, we sure do. So I was doing a little bit of research trying to figure out why I graduated feeling so thick, and actually I found that if you compare the educational performance between New Zealand and France, we actually outperform France in maths and science and reading. And when I digged a little bit deeper, I figured out that actually New Zealand has what we call a skills-based education system, where we really focus on very practical, applicable topics like science and maths. And France has a content-based education system, which means that they'll spend more time building very broad general bases of knowledge. And typical New Zealander will be like, well, what are you going to do with yourself after that? You know, so it's really, we're always thinking, what can we study that will be applicable and will get us a job? And the result is that I feel slightly less cultured compared to my French friends, and that's probably an understatement.
Paris, les agents de la RATP, bientôt armés comme les policiers. Les 1000 membres du groupe de protection et de sécurité des réseaux, GPSR, vont pouvoir travailler avec des armes semi-automatiques de calibre 9 mm, les mêmes que celles employées par la police nationale. Le port de ces nouvelles armes est rendu possible grâce à un décret de la loi Savary, voté en 2016. Cette dernière permet aux agents de sûreté de la RATP et de la SNCF de posséder des armes plus puissantes, mais autorise également la patrouille en civil, les fouilles de bagages et les palpations sur les voyageurs. Source, Le Point, 31 août. Même si l'armement des agents de la RATP date de quelques années, on ne peut que s'émouvoir du fait que les forces de police et de gendarmerie ne sont plus les seules autorisées à porter des armes dans un but de maintien de l'ordre. La privatisation des services publics touche aussi les secteurs régaliens. À quand la privatisation de la justice et de l'armée? Le CETA ouvre une porte sur la première, par l'intermédiaire des tribunaux d'arbitrage privés, et le recours à des forces militaires mercenaires de type Blackwater par les États-Unis est tout à fait possible en remplacement d'une armée dont on coupe les moyens. France, mesures antisociales. Budget 2019, pendant que les aides sociales baissent, le coût du CICE explose. La rigueur est à l'ordre du jour, et ce afin de rester sous les fameux 3% du PIB de déficit public imposé par l'Union européenne. Mais le CICE a échappé au couperet. La bascule du crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, transformé au 1er janvier prochain en allègement de charges, va coûter entre 20 et 25 milliards d'euros supplémentaires aux comptes publics. Source, Marianne, 28 août. Le CICE, lancé par le gouvernement Ayrault dans son Pacte pour la croissance de 2012, est un mécanisme de dévaluation fiscale visant à réduire le coût du travail des entreprises domestiques relativement aux entreprises étrangères. Son efficacité n'a jamais été attestée. Où sont les créations d'emplois promises? Et son prix est exorbitant. Ne serait-il pas plus simple, pour que nos entreprises retrouvent leur compétitivité, de sortir tout simplement de l'Union européenne? Économie, le gouvernement choisit le gel d'allocations et de retraites. Alors que l'inflation est au plus haut, plus 2,3% en juillet sur un an, le Premier ministre annonce que les pensions de retraite, les APL et les allocations familiales n'augmenteront que de 0,3%. C'est une manière de les réduire sans le dire, car le pouvoir d'achat des bénéficiaires va bel et bien diminuer. Source, Libération, 26 août. Cette annonce, contraire aux engagements de la campagne de Macron, qui avait promis de ne pas toucher au pouvoir d'achat des retraités, révèle la duplicité du gouvernement, obligé de détruire les aides sociales pour obéir discrètement aux injonctions de Bruxelles. Le MEDEF veut remercier l'Europe avant les élections européennes. Le MEDEF, satisfait de la libre circulation des biens et des services au sein de l'Union européenne, va lancer une campagne pro-UE en 2019. Source Euractiv, 30 août. Le coût d'application des normes de l'Union européenne pour les entreprises est au moins de 30 milliards d'euros par an. L'application de ces normes est d'autant plus absurde que 97% des entreprises françaises n'opèrent qu'en France. Le MEDEF, propagandiste, ne représente décidément pas toutes les entreprises. Rappelons également que la libre circulation des biens et des services favorise entre autres les délocalisations massives et la désindustrialisation de la France, de même que les travailleurs détachés. France, patrimoine et environnement en danger. Les paysans français manifestent contre l'accaparement des terres par les investisseurs chinois. Des manifestants se sont mobilisés à la suite de l'achat de 1700 hectares dans la région Centre-Val de Loire par le consortium chinois Hongyang. Ils réclament une loi sur la protection du foncier. Le ministre de l'Agriculture a assuré qu'une commission parlementaire travaillait sur le sujet. Les grands fonds de pension et multinationales, comme Bolloré, investissent également dans le foncier français, notamment dans le Bordelais. Source L'Express, l'Expansion, 30 août.
Si le ministre de l'Agriculture botte en touche face à ce scandale qui prive les paysans du droit de propriété au profit de groupes financiers, c'est parce qu'il ne peut rien faire dans le cadre de l'actuelle Union européenne. Toute mesure de protection est contraire au traité, au nom de la libre circulation des capitaux, c'est-à-dire l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, qui interdit toutes les restrictions aux échanges de capitaux entre les États membres de l'Union européenne, mais aussi avec les pays tiers, c'est-à-dire tous les autres pays du monde. Stéphane Bern menace de quitter sa mission sur le patrimoine. Je tire un signal d'alarme. Stéphane Bern estime que la politique menée par le gouvernement va à l'encontre de la sauvegarde du patrimoine français. Il critique particulièrement la loi Elan. Pardon de le dire aussi crûment, mais Jacques Mézard fait voter une loi qui permettra maintenant de détruire des quartiers entiers et protégés sous prétexte qu'ils sont vétustes et dégradés. Attaque Stéphane Bern. Avec cette loi, nous n'aurions pas pu conserver le quartier du Marais à Paris, par exemple. Source BFM TV, 31 août. L'austérité imposée par l'Union européenne va forcément dégrader le patrimoine français public. C'est un peuple sans histoire que voudrait l'oligarchie, afin de lui faire accepter l'entité supranationale, Union européenne, composée de consommateurs standardisés. Stéphane Bern est chargé de la mission pour la sauvegarde du patrimoine. La guerre de la coquille Saint-Jacques. La France interdit la pêche de la Saint-Jacques entre le 1er octobre et le 15 mai, afin de préserver la reproduction des mollusques. Ce n'est pas le cas au Royaume-Uni, dont les pêcheurs viennent exploiter les gisements de Saint-Jacques près des côtes françaises. Tous les pays de l'Union européenne ont en effet le droit de pêcher dans les eaux territoriales françaises sans respecter la législation française. Cette situation engendre des conflits entre les pêcheurs français qui souhaitent préserver le gisement et les pêcheurs anglais qui veulent l'exploiter. Source Europe 1, 30 août. L'intérêt du Frexit est ici encore plus évident qu'ailleurs. La France sera à même de définir ses propres règles quant aux quotas de pêche dans ses eaux afin de préserver ses ressources halieutiques. La France met fin à l'utilisation des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. L'interdiction entre en vigueur samedi pour 5 substances. Elle a été étendue aux néonicotinoïdes de nouvelle génération. De son côté, l'Union européenne a interdit 3 produits. Cette loi ne règle pas tout, car elle ne traite pas des nécotiques présents dans les produits non phytosanitaires. Source Les Échos, 31 août. Une bonne nouvelle qui montre que le niveau national est plus efficace que le niveau européen pour protéger les abeilles. Cela vaut aussi pour la santé des consommateurs et plaide en faveur du Frexit. Les raisons de l'échec de Nicolas Hulot. Seul et impuissant face aux traités européens, manipulé par un président hypocrite, Nicolas Hulot n'avait aucune chance. Sa démission n'était au fond qu'une normalisation. Son aventure ministérielle n'aura eu pour conséquence que de faire perdre une année de plus dans les urgentes batailles à mener face aux enjeux écologiques de notre temps. Pendant la campagne présidentielle, Nicolas Hulot avait confié au journal du dimanche du 18 avril 2017 « Quant à Macron, il n'a pas compris que c'est bien un modèle libéral qui est à l'origine de la crise écolo. » Au moment où il démissionne du gouvernement, l'UPR lui répond « Et Nicolas Hulot a-t-il maintenant compris que notre appartenance à l'Union européenne est l'obstacle numéro 1 qui empêche de mener une véritable politique écologique ?» Source UPR, 28 août. Union européenne. Theresa May reste inflexible sur le Brexit. La première ministre britannique répète qu'elle ne fera pas de concessions contraires à l'intérêt national, à Bruxelles, ni aux partisans d'un Brexit dur. Elle refuse tout compromis et tout second référendum, qui serait une grave trahison de la démocratie. Source Le Monde, 2 septembre. Bruxelles est prêt à prolonger les négociations, car la balle est dans le camp du Royaume-Uni, qui pourrait refuser de lui verser plusieurs dizaines de milliards d'euros. Theresa May promet une relance de l'investissement en Afrique après le Brexit. Le voyage de Theresa May en Afrique est motivé par le Brexit.
Comme le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne l'année prochaine, il doit renforcer ses accords commerciaux avec le monde entier. Les nouveaux investissements britanniques en Afrique devraient se concentrer sur les défis économiques et sécuritaires à long terme plutôt que sur la réduction de la pauvreté à court terme. Les liens historiques entre le Royaume-Uni et plusieurs pays africains vont faciliter les relations bilatérales. Source BBC 28 août en anglais. Libéré des chaînes de l'Union européenne, le Royaume-Uni va pouvoir développer sa propre diplomatie et renouer des accords commerciaux allant dans ses intérêts en tirant profit des relations historiques. Theresa May a notamment promis un plan d'investissement de 4,4 milliards d'euros pour soutenir les économies africaines, centrées sur la création d'emplois pour les jeunes. Theresa May lors de son voyage en Afrique du Sud. Italie. Luigi Di Maio prône une nationalisation des autoroutes. Nous allons sortir de la logique du profit. Nous allons réduire le coût des péages. Nous allons faire beaucoup plus de maintenance et nous allons introduire des innovations technologiques pour améliorer la sécurité et la mobilité, a dit Luigi Di Maio. Source La Tribune, 27 août. Luigi Di Maio va rapidement se heurter aux interdictions de Bruxelles. L'UPR milite aussi pour la renationalisation des autoroutes, mais reste cohérente en prônant le Frexit comme préalable. Monde, menace de guerre. La Russie va organiser des manœuvres militaires d'une ampleur inégalée depuis la guerre froide. L'exercice Vostok 2018 mobilisera pas moins de 300 000 soldats, 36 000 blindés et plus d'1 millier d'aéronefs, avions, hélicoptères et drones. Les forces armées chinoises et mongoles y seront conviées. Source OPEX 360, 28 août. Comme en 2019, les alliances de blocs s'organisent. Notre appartenance à l'OTAN pourrait nous entraîner dans une guerre où nous aurions tout à perdre. Il est urgent pour la France de retrouver une diplomatie indépendante. Les casques blancs auraient livré des substances toxiques à Sarkib, en Syrie. C'est ce qu'affirme Alexei Tsiganokov, chef du Centre russe pour la réconciliation du conflit en Syrie. Il s'agirait de mettre en scène le recours à des armes chimiques et l'incrimination à venir des forces gouvernementales du recours à des substances toxiques contre la population civile. Source Sputnik, 28 août. Cette source doit être prise avec des pincettes, étant donné le niveau élevé de désinformation de part et d'autre sur l'offensive de préparation à Idlib. Il conviendra de se montrer tout aussi critique si les médias nous annoncent du jour au lendemain une attaque chimique qui entraînerait des frappes de l'OTAN. On peut malheureusement parier que la France enverra alors ses missiles sur injonction américaine, sans attendre une enquête objective et impartiale. Moscou dénonce une provocation après l'assassinat du chef séparatiste ukrainien Alexander Zakharchenko. Moscou accuse Kiev d'avoir assassiné le dirigeant de la République populaire de Donetsk, qui était partie prenante du fragile processus de paix en Ukraine. De leur côté, les États-Unis ont annoncé qu'ils pourraient fournir plus d'armes à Kiev pour renforcer les forces ukrainiennes contre les séparatistes. Source L'Express, 1er septembre. Cet assassinat montre que certaines parties ne souhaitent pas la paix, mais cherchent l'escalade dans le conflit, au risque de déclencher une guerre plus large. Le principal chef des séparatistes, pro-russes, Alexandre Zakharchenko, le 4 novembre 2014 à Donetsk. L'Iran contrôle totalement le détroit d'Ormuz et l'accès au Golfe. Ces dernières semaines, l'Iran menaçait de bloquer cette voie stratégique qu'est le détroit d'Ormuz. 30% des exportations maritimes mondiales de pétrole y transitent. Ce lundi, l'Iran dit contrôler totalement la zone. Source L'Echo, 28 août. Le ton continue de monter entre l'Iran et les puissances du Golfe, alliées des États-Unis. Le Brésil mobilise son armée à la frontière du Venezuela. Le président du Brésil, Michel Temer, a ordonné par décret l'utilisation des forces armées pour garantir la sécurité à la frontière avec le Venezuela, d'où l'afflux depuis des mois des réfugiés. M. Temer a ajouté que la situation migratoire était tragique
et menacer l'harmonie de quasiment tout le continent. Selon lui, en effet, ce n'est pas seulement le Brésil qui endure ces conséquences, mais le Pérou, l'Équateur, la Colombie et d'autres pays d'Amérique latine. Pour cette raison, nous devons trouver de toute urgence un chemin pour changer cette situation, a-t-il insisté, appelant la communauté internationale à adopter des mesures diplomatiques contre l'exode des Vénézuéliens fuyant la crise politique et économique avec diverses pénuries. Le Brésil respecte la souveraineté des États, mais nous devons nous souvenir que seul est souverain un pays qui respecte son peuple et en prend soin, a-t-il lancé à l'administration du président Nicolás Maduro. Source OPEX 360, 29 août. On retrouve peut-être ici les prémices d'une possible intervention militaire, toujours pour des raisons humanitaires. À quelques semaines de l'élection présidentielle, l'annonce n'est pas non plus dénuée d'arrière-pensée électoraliste. Monde. Trump menace de quitter l'OMC à cause du plus mauvais accord commercial jamais fait. Le président américain ajoute de l'huile sur le feu dans le contexte de guerre commerciale et se plaint que les États-Unis ont été très mal traités par l'OMC depuis un bon nombre d'années. Source The Times, 1er septembre, en anglais. Que l'on réprouve ou non les méthodes de Trump, il n'empêche que sa stratégie protectionniste, couplée à son discours musclé, porte ses fruits dans l'économie américaine, dont la croissance atteint 4,2%. C'est à comparer à la croissance européenne apathique, fruit d'un dogme de libre-échange mondial et total poussé par la Commission européenne. Et je rappelle qu'en France, on était tout fiers d'avoir une croissance de 1,5%. L'ONU exhorte Pékin à libérer les Ouïghours enfermés dans des camps. Le comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale s'est alarmé des nombreux cas d'internement d'un grand nombre de Ouïghours et d'autres minorités musulmanes sous prétexte de la lutte contre le terrorisme. Le ministre chinois des Affaires étrangères a rejeté ces accusations. Source Ouest France, 30 août. La lutte contre le terrorisme est souvent un prétexte masquant des intérêts d'État. La critique occidentale serait toutefois plus audible si elle n'avait pas abusé pendant des années de la prétendue guerre contre le terrorisme. Une colonie israélienne légalisée par un tribunal pour la première fois. C'est une décision qui pourrait faire jurisprudence, au détriment des propriétaires palestiniens. Le tribunal a jugé que les colons étaient les propriétaires légitimes de ces terres après avoir établi que les autorités israéliennes ne savaient pas qu'elles appartenaient à des Palestiniens lorsqu'elles ont dressé le cadastre de la région au terme de la guerre de 1967. Source Challenge, 29 août. La Russie face à un blocus financier. La pression américaine sur Moscou a pour effet secondaire d'inciter les grandes banques internationales à tourner le dos aux clients russes. La décision du Crédit Suisse de ne plus gérer au moins une partie de l'argent russe suggère que la Suisse pourrait cesser d'être un havre de sécurité pour les grandes fortunes proches du Kremlin. Source Le Temps, 26 août. En serait-ce fini de la célèbre neutralité suisse? Yémen, une commission d'enquête de l'ONU évoque des crimes de guerre. Une mission d'experts mandatée par le Conseil des droits de l'homme a indiqué que toutes les parties en conflit ont potentiellement commis des crimes de guerre, notamment en utilisant la force de manière disproportionnée et indiscriminée, et en ayant recours à des enfants soldats. Source Le Monde, 28 août. Les alliés occidentaux de la coalition, menée par l'Arabie Saoudite, demeurent très discrets sur ces deux guerres atroces. Leur silence est à comparer aux grandes déclarations à l'encontre du régime syrien, avant même que celui-ci ait lancé une offensive sur Idlib. L'Arabie Saoudite voudrait faire du Qatar une île. Un canal pourrait être creusé afin que plus aucune frontière terrestre n'existe entre les deux pays. Cela permettrait le passage de navires marchands, mais c'est aussi un nouvel épisode diplomatique houleux entre les deux pays. Source Le Parisien, 1er septembre. Il faudra qu'on m'explique sur quelle base de la charia on peut se permettre de modifier des frontières entre deux États musulmans salafistes. Il faudra qu'on m'explique en quoi la charia
Elle permet ce genre de choses. Alors que dans le Coran, dans la sourate 49, Al-Hujurat, il est écrit « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. » Coran, sourate 49, verset 10. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut! La Russie face à un blocus financier. Qu'est-ce qu'il y a, bouchon?